Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître le pourquoi de la naissance de la Confédération que l'on célèbre le 1er juillet, qui est une fête des déménageurs plus que d'autres choses dans le cas du Québec. Et on parle de la fête de la Confédération, mais en réalité, nous n'avons pas une confédération, mais plutôt une fédération. Si nous avions une véritable confédération, les pouvoirs des provinces seraient probablement un peu plus larges. Alors pourquoi avoir créé une fédération ou une confédération? C'est qu'en 1840, Lord Durham, qui voulait nous assimiler, fusionne le Haut et le Bas-Canada, le Bas-Canada étant le Québec et le Haut l'Ontario, le Bas-Canada qui avait peu de dettes et le Haut qui avait beaucoup de dettes, et dans sa politique de justice cynique, il va dire au Bas-Canada, vous allez absorber la dette du Haut-Canada. Alors, en 1840, c'est évident que les francophones étaient majoritaires dans le Bas-Canada. Il y avait quoi? 200 000 habitants et les partisans acceptaient avec bonheur la représentation égale. Mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas pris le temps avec l'immigration, que le Haut-Canada va dépasser le Bas-Canada. Mais ça ne marche pas. Les choses vont mal. La politique est instable. On passe, je pense, à travers 10 ou 11 gouvernements et aucun des partis politiques va réussir à obtenir une majorité absolue. On ressemble un peu à l'Italie de ces dernières décennies. Et depuis 1852, la population du Canada-Ouest, donc de l'Ontario, dépasse celle du Canada-Est de 60 000 habitants, donc du Québec. Alors, les colonies commencent à ressentir le besoin de se rapprocher. Il y a une autre chose aussi qui entre en ligne de compte pour l'idée de vouloir fonder une confédération, qui est une fédération, rappelons-le. C'est la menace des États-Unis. Ils nous avaient déjà menacés en 1775. Ils nous ont menacés en 1812. Et grâce à notre participation, nous, les Canadiens français, on a eu droit à quelques granoles, quelques petites concessions par-ci, par-là, mais tout en oubliant dès le lendemain le désir d'en finir avec les francophones dans ce Canada futur. Alors, les Américains avaient acheté, imaginez-vous, beaucoup de territoires, dont l'Alaska. Et en 1867, la vente va être bâclée. Et là, les Américains vont se dire, l'Alaska, ce sont les États-Unis. Alors, il faudrait peut-être fusionner la partie nord-ouest des États-Unis, l'État de Washington, le souder à l'Alaska, donc à s'emparer de la Colombie-Britannique. De là aussi les discussions pour essayer de créer autant que possible une réunion des colonies du nord des États-Unis pour créer une confédération. Ce qui agaçait aussi dans le décor, c'est que le traité de réciprocité avec les États-Unis ne sera pas renouvelé en 1864. Et la solution la plus probable est de créer un marché commun d'est en ouest, donc d'éviter de faire des affaires du nord au sud, puisque ces gens-là ont les yeux sur notre pays. D'ailleurs, on va parlementer longtemps, mesdames et messieurs, à savoir où est-ce qu'on va installer le Parlement du Canada une fois que le Canada et sa confédération seront nés, c'est-à-dire le nouveau Canada. Pourquoi? Parce qu'en 1812, les Américains avaient essayé de nous envahir, aux chutes Niagara, vous l'avez étudié sans doute, également à Châteauguay. Alors, la reine Victoria va décider, parce qu'il y avait des débats. Quelques moments, le gouvernement du Canada était à Montréal, mais on a brûlé le Parlement. Ensuite de ça, il va aller à Québec, il va à Kingston, et puis on va se dire qu'il faudra trouver un endroit pour installer la capitale. C'est la reine Victoria elle-même qui décide, ex cathedra comme ça, de dire que la future capitale du gouvernement du Canada sera donc installée à Ottawa, qui était à l'époque une petite ville laissée pour compte de bûcherons notamment. Alors, elle va donc choisir Ottawa. Pourquoi? Pour s'éloigner un peu de la frontière américaine.
Bien sûr, en créant cette confédération avec quelques provinces maritimes, le Bas et le Haut-Canada, eh bien, on ne consulte pas le peuple. Il n'y a pas eu de référendum. Bien sûr, il y a des gens d'affaires, des affairistes et quelques dirigeants politiques affairistes eux-mêmes, associés aux gens d'affaires, qui vont donc appuyer ce projet. Et la Grande-Bretagne nous encourage à créer une confédération parce que, évidemment, ça coûte cher d'entretenir une colonie. Alors, on va donc imposer au peuple une conception d'un nouveau pays venant d'Angleterre, quelques penseurs ici et surtout les gens d'affaires. Donc, c'est un mariage de force ou un mariage de raison auquel, tout comme dans l'accord du lac Meach plus tard, les Indiens ou les Amérindiens ne sont pas invités. Ils sont carrément oubliés. Et dans la fondation de cette confédération, qui est une fédération, je le répète encore une fois, il y a un trio de vedettes politiques. Il y a Johnny MacDonald, un Écossais, un avocat, George Brown, êtes-vous étonné, c'est un avocat, et il y a Georges-Étienne Cartier. Georges qui a enlevé le S au bout de son prénom Georges, Sir Georges-Étienne Cartier. Ils sont en réalité responsables de la naissance du Nouveau-Canada de 1867. Sir Georges-Étienne Cartier, qui a été un patriote en 1837, qui s'est battu à Saint-Denis-sur-Richelieu, ne l'oublions pas, qui va se sauver parce qu'il est recherché par le pouvoir britannique, va être pardonné, amnistié, devient une vedette politique tout d'un coup avec MacDonald et George Brown. Alors, ceux qui ont fréquenté Sir Georges-Étienne Cartier ont dit que c'était un gars très téméraire, un gars qui était sûr de lui, il avait une démarche et des mouvements rapides, il ne niaisait pas, comme on dit, il était vif et spontané dans ses répliques. Et ce bonhomme qui promet, il n'y a pas de doute, pour devenir riche et célèbre également, avoir droit à ses noms de rue et ses monuments un peu partout, c'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu qu'il est né, en 1814. Donc 2 ans après l'attaque des Américains, pour s'en prendre au Canada, à Châteauguay notamment. Et c'est un élève du Collège de Montréal. Il a travaillé pour Édouard Rodier, qui était un patriote puissant. Il va être admis au barreau en 1835 et toujours pendant sa période estudiantine en 1834, il participe à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors voyez-vous, c'est un grand Canadien, puis peut-être veut-il admirer outre mesure l'Angleterre, la reine Victoria, mais il a un fond de nationaliste, étant donné sa participation à la bataille de Saint-Denis et sa participation aussi au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste, vouée à la promotion des Canadiens français. Alors, ça se passe, la fondation de la Saint-Jean-Baptiste, au cours d'un banquet qui a lieu justement là où est l'hôtel Windsor aujourd'hui. Et on va en profiter pour sortir une nouvelle composition, une chanson qui s'appelle « Au Canada, mon pays, mes amours ». Comme le dit un vieil adage, rien n'est si beau que ton pays. Cartier joue-t-il sur 2 tableaux? Faut-il rappeler quand il était un avocat, il va être mêlé aux patriotes, et même avec Thomas Chevalier de Lorimier, qui, lui, va mourir au bout d'une corde, au pied du courant. Il était le secrétaire des Fils de la Liberté, un groupe de rue qui se défendait face au Doric Club britannique, par exemple, qui participait dans les rues de Montréal pour casser des mâchoires. Il avait participé, ne l'oublions pas, ce Sir Georges-Étienne Cartier, à la bataille de Saint-Denis. Et puis sa tête avait été mise à prix. Et puis il se sauve aux États-Unis pour se mettre à l'abri. Mais il va revenir à Montréal en 1838. Et c'est là qu'il va joindre le parti de Louis-Hippolyte Lafontaine, un autre gars qui était sympathique à Louis-Joseph Papineau, mais prend ses distances. Voilà qu'il se présente aux élections de 1843, ce Cartier, contre Benjamin Vigée, qui devient un maire. Il a changé son fusil d'épaule, quoi. Il s'associe au gouverneur Melcalfe. Voyez-vous, il joue ces 2 tableaux, en quelque sorte. Mais il va se faire battre aux élections. Mais en 1948, il est élu député
de Verchères. Et durant ce temps, son chef occupe la place centrale en politique. Et tout d'un coup, hop, M. Cartier, tout en étant très patriote, puis le Québec, puis son chef, avec qui il prend des distances, je parle toujours de Papineau, il va tisser des liens avec des hommes politiques d'autres paliers de gouvernement, du Haut-Canada notamment, s'intéresse aussi tout d'un coup aux affaires et il voit l'avenir dans le chemin de fer. Alors l'industrie ferroviaire attire son attention. C'est là que son rôle dans l'histoire des chemins de fer devient moins séduisant qu'on a voulu nous le laisser croire. Cartier, affairiste sans l'odeur des dollars, il va même être un des fondateurs de la Banque de Montréal, Bank of Montreal, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il va participer aussi à la mise sur pied du chemin de fer Saint-Laurent-Lac-Champlain. Et que déjà, grand-père, il était engagé dans le commerce du sel, dans le commerce du blé et du poisson. Voyez-vous, les affaires l'emportent tranquillement, pas vite sur le politique. Et Georges Étienne vient d'ailleurs d'une famille très à l'aise. Alors, c'était un petit bourgeois. Cette famille était très bien implantée dans le monde des affaires. Et à cette époque, c'est avec les Anglais qu'on fait des affaires. Alors, Cartier a aussi ses entrées chez les Anglais. Et actif en politique, il est de plus en plus au bon endroit, au bon moment pour exercer des pressions nécessaires de nous apprendre l'historien Marcel Tessier. Alors, il conjugue donc de plus en plus avec des gens d'affaires, et qui parlent affaires parlent anglais. Et à l'époque, les gens d'affaires, c'était des nommés Galt, Merritt, Inks, et il va jouer sur les deux tableaux, le tableau politique et financier. Et puis là, il va obtenir l'aide de l'État pour la compagnie St. Lawrence and Atlantic Railway, dans laquelle sa famille a des intérêts. Et plus tard, il devient même l'avocat attitré de la Compagnie des chemins de fer du Grand Tronc. Il va même être impliqué dans un scandale. Ceux qui veulent en connaître plus n'ont qu'à aller sur la rue Saint-Paul, est, vers la rue Berry, et en arrivant juste au coin de ce carrefour, vous allez voir que sa maison est là, intacte. Vous pouvez y entrer dedans et fureter avec les fantômes à l'intérieur de la maison parce qu'on en a fait un monument historique. Et puis, une fois La Fontaine, Louis H. La Fontaine, son ami, retiré de la vie politique, Cartier va prendre le flambeau de La Fontaine. Il est le procureur général, il devient le chef du Parti libéral conservateur. Il s'approche de MacDonald et forme 3 ministères avec lui. Et les 2 hommes participent à la décision de former une confédération. C'est là qu'on commence à discuter d'une confédération qui est une fédération. Le rôle de Cartier consiste à faire accepter un projet politique aux Canadiens français avec l'aide du haut clergé sur qui il peut s'appuyer parce que le clergé a du poids dans l'opinion publique. Alors, il prend part aux 3 conférences qui préparent la naissance de la fédération. 1867, c'est l'année de la consécration. Il devient même le plus puissant politique du Québec, à Ottawa. Et il est nommé ministre de la Défense. Il va occuper ce poste pendant le scandale du Canadien Pacifique, le CPR, comme on l'appelait. Et là, on va lui enlever son siège de Montréal-Est au profit de Louis Jeté qui va le battre. Il occupera le siège de Louis Riel dans Provencher au Manitoba, mais il ira mourir à Londres le 20 mai 1873. Et avant de mourir malade, il va quand même dire à la presse « Méfiez-vous de Johnny MacDonald. Il n'aime pas les Canadiens français. » Voyez-vous le tiraillement de l'homme d'un bord puis de l'autre, et qui, somme toute, n'a pas su se brancher définitivement sur un côté par rapport à l'autre. Il prend le comté de Louis Riel parce que celui-ci est devant la justice. Alors, il ne peut pas se présenter député dans l'Ouest canadien et il va obtenir vite la victoire. Alors là, avant de mourir à Londres, sa dépouille va être rapatriée. On va lui faire des funérailles civiques à l'église Notre-Dame de Montréal. Les éléments conservateurs de l'époque, des gens, des politiciens, le haut clergé, des capitalistes, des banquiers, sont tous là. Ils ont réussi à imposer une constitution, sont là pour remercier Sir Georges dans son cercueil, mais aussi pour rappeler qu'on a imposé une constitution au peuple sans consultation aucune. Cartier
était un de ses instigateurs. Quoi penser? Est-ce qu'on doit le condamner, l'haïr et dire que c'est un traître? On est tiraillé. On lui doit quand même, parce que lorsque Johnny MacDonald prépare un projet de constitution canadienne avec la fédération ou la confédération, il va avoir un gouvernement central fort qui dirige tout et se met le nez dans les anciennes colonies du Haut, du Bas-Canada ou les provinces maritimes. Et n'eût été de Cartier, eh bien, on n'aurait pas eu un demi-gouvernement, un demi-État, en l'occurrence un gouvernement provincial, celui du Québec. Alors cela, quand on dit que Cartier couchait avec le pouvoir, oubliait les siens, c'est pas tout à fait exact. On lui doit quand même la naissance d'un demi-gouvernement. En plus d'avoir un souvenir qui tiraille beaucoup l'observateur, dans le cas de Cartier, il nous a eu un demi-gouvernement, mais il nous impose une constitution sans consultation. Il est au centre aussi d'un scandale épouvantable. Ça se passe donc quelques années après la naissance de la Confédération, en 1873. Voilà qu'un scandale éclate et va beurrer MacDonald et Cartier et tout son parti conservateur. Alors ça va obliger le premier ministre à démissionner et à laisser le pouvoir, pour la première fois depuis 1867, aux libéraux d'Alexander Mackenzie. Alors, depuis 1867, faut-il rappeler que les colonies du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Canada uni, donc le haut et le bas, forment le Nouveau-Canada. Mais ça ne va pas pour le mieux pour autant. Il y a eu l'entrée très agitée du Manitoba dans la Fédération à la suite du soulèvement des Métis en 1870. Imaginez-vous, les Métis voyaient que le chemin de fer était pour percer leur territoire. Et là, ils ont trouvé un gars qui était assez instruit pour les défendre, qui s'appelle Louis Riel, et c'était un Métis francophone. Et il va même proclamer la naissance de la province du Manitoba, une province bilingue qui ne le restera pas longtemps. Pourquoi le chemin de fer veut-il percer sans égard aux droits ancestraux de ces Indiens et ces Métis? C'est tout simplement parce qu'on avait peur de la menace américaine et il fallait percer le chemin de fer vers la côte du Pacifique. Aussi parce que les grands responsables, Charlie Van Horn et d'autres, étaient en difficulté économique avec leurs Canadiens Pacifiques, vont donc demander au fédéral de subventionner le projet de percer un chemin de fer vers l'ouest, même si ça se fait sur le dos des droits des Métis et des Amérindiens de l'ouest canadien, où Louis Riel va les défendre, mais pour finir au bout d'une corde, comme vous le voyez. Alors, le fanatisme était à l'enseigne de la politique dans ce temps-là. Alors, le Manitoba, dans la Fédération, va rentrer, mais ça va être une province très agitée. Les Ontariens trouvaient dangereuses aussi les concessions faites à cette province du Manitoba concernant la langue et l'enseignement. Voyez-vous l'hypocrisie derrière tout ça? Ils craignaient qu'à la longue, le Manitoba devienne une autre province française. Il y avait des limites. Vous allez nous prendre en sandwich, nous, les Ontariens, entre le Québec et le Manitoba, que les Canadiens français du Québec vont émigrer alors massivement au Manitoba dans l'Ouest pour renforcer la présence française, et nous allons être pris dans le milieu, les Ontariens, les rednecks. Alors, pour contenir cette possibilité, les orangistes de l'Ontario vont organiser une immigration intense et rapide. Alors, on va bourrer la province de monde en les faisant aller là, des gens qui viennent d'autres pays, et les choses vont dégénérer, vont connaître la révolte des Métis et plus tard, l'exécution de leur chef, Louis Riel. Dans l'est du pays, cette fois, au Nouveau-Brunswick, plus particulièrement, la situation n'est pas meilleure. L'agitation règne. À la session de 1871, on supprime au moyen d'une loi les droits scolaires et les subventions qui étaient pourtant garantis dans la Constitution de 1867 aux Acadiens francophones. Voyez-vous, c'est la fin des écoles confessionnelles au Nouveau-Brunswick pour un bon moment. Ni le gouvernement central d'Ottawa, ni le Conseil privé de Londres n'osent désavouer ce geste pour le moins haineux de nous apprendre Marcel Tessier.
Alors, malgré ces frictions, puis les polémiques, puis les chicanes, puis les rassemblements de rue, puis les protestations, malgré tous ces problèmes politiques très sérieux, les politiciens et les hommes d'affaires, les affairistes, ne lâchent pas leur idée. Après des négociations très dures, la Colombie-Britannique va décider d'entrer dans le nouveau pays parce qu'on craignait de voir les Américains qui avaient acheté l'Alaska souder la Colombie-Britannique aux États-Unis. Depuis 1858, la ruée vers l'or avait attiré de nombreux immigrants sur le territoire et cette nouvelle province de la Colombie-Britannique était donc isolée du reste du Canada. Les États-Unis étaient des voisins très intéressés à l'annexer. Alors Cartier et MacDonald ne vont pas laisser s'échapper une proie aussi importante pour leur jeune pays qui naissait. Alors, ils vont régler le problème des communications et la solution, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, une voie ferrée continentale qui traverse le pays et qui va relier toutes les provinces des rives de l'Atlantique à celles du Pacifique. Quand on parle du scandale du chemin de fer du Canadien Pacifique, on voit au centre de tout ça le nom de Hugh Allen, un Écossais de Montréal qui gère toute une flotte de bateaux, et puis il y avait un projet de train transcontinental. Il est très proche aussi de Charlie Van Horn. Alors, cette compagnie avait besoin d'argent, et on vend à Johnny MacDonald l'idée de percer une voie ferrée vers l'ouest sur le dos des Métis, comme je disais tout à l'heure. Alors, Hugh Allen sait très bien que le gouvernement n'a pas les moyens de financer un projet comme ça coûtait cher. Écoutez, les chemins de fer, les ouvriers percés à travers les montagnes, les rochers, le dynamitage, etc., les morts qu'il va y avoir en cours de route, c'était de l'argent en vue. Et c'était une entreprise colossale. 2000 milles de voies ferrées, 400 000 de montagnes à traverser dans des conditions épouvantables. De quoi faire rêver les capitalistes comme Hugh Allen, en plus de profiter aussi des largesses du gouvernement central. Alors lui, il voyait tout ça. Voilà une occasion de faire des profits rapidement et avec un seul projet comme ça, nous allons devenir multimillionnaires. Fait que vous voyez que le Canada, c'est une affaire de business, si vous acceptez l'expression. Pour éliminer ses compétiteurs, Hugh Allen forme la Canadian Pacific Railways Company, le CPR comme on l'appelait. D'autres hommes d'affaires mettent sur pied l'Inter-Oceanic Railways, dont le patron est un dénommé McPherson. Et à quelle compagnie ira le mirobolant contrat, parce que les deux se chamaillent pour avoir le contrat? Ottawa hésite. Les élections ont lieu en 1872. Elles s'annoncent difficiles pour le gouvernement fédéral, en place, les conservateurs. Alors, Georges-Étienne Cartier se mouille les pieds et il devient le plus influent des Canadiens français dans le gouvernement MacDonald et promet le contrat à la compagnie de Hugh Allen. Mais qu'est-ce que vous me donnez en échange de ça? Une somme d'argent. Imaginez-vous, dans ces années 1872, une somme de 350 000 $ versée à la caisse électorale. Voilà, les conservateurs gagnent les élections, mais au milieu de quel scandale. Voilà qu'à l'ouverture de la session, un député libéral dévoile le scandale en Chambre. Alors, pour gagner du temps, l'habile gouvernement de MacDonald-Cartier vont reporter des travaux, ajourner le Parlement, question de faire traîner ça dans le décor jusqu'à ce qu'on l'oublie ou on n'ait plus d'intérêt à en parler dans les journaux. Mais heureusement, les journaux s'en mêlent, justement. Et on publie des lettres des capitalistes américains alliés de Hugh Allen, la correspondance entre eux, et aussi on publie que l'équipe Cartier-MacDonald est intimement impliquée dans cette histoire de scandale. Finalement, Allen admet ses largesses et MacDonald démissionne. Les élections de 1874 placent les libéraux à la tête du pays pour la première fois et Cartier meurt en Angleterre, un peu honteux. Il va en Angleterre pour aller dire à Sa Majesté la Reine Victoria qu'il admire beaucoup, qu'on va inaugurer le pont Victoria. La Reine Victoria, toute jeune, ose lui demander combien de pieds a comme longueur le pont Victoria. Pour la flatter, Cartier va tout simplement dire « Mais Majesté,
Voyons donc, dans votre cas, on ne mesure pas en pieds, mais en milles, puisqu'il s'agit du pont Victoria, le plus long pont au monde. Quelle belle flatterie. Mais très malade, il va quand même se confier pour dire, avant de mourir, son relent de patriote de 1837 revient en surface. Méfiez-vous de Johnny MacDonald, il n'aime pas les Canadiens français. Alors voilà, en survol, chers amis, un peu l'histoire de la naissance de cette confédération, qui doit s'appeler plutôt une fédération, et du rôle qu'il a joué, rôle positif et parfois douteux, l'un des pères de cette confédération, Sir Georges-Étienne Cartier, qui, encore une fois, était un patriote qui a décidé de s'éloigner en s'approchant de Louis H. Lafontaine au lendemain de l'acte d'union de 1840, s'aperçoit que de 1840 à 1867, à la naissance du Canada confédéral, ça ne marchait pas. Les gouvernements sautaient l'un derrière l'autre et s'associent donc à des politiciens pour créer ce que l'on a appelé une confédération dans laquelle nous sommes actuellement, où nous ne sommes pas tout à fait dans le cas du Québec depuis 1982, lorsque Pierre Elliott Trudeau a rapatrié cette vieille constitution de 1867 qui se trouvait à Londres sans l'approbation du Québec, parce que nous n'avons jamais pu parler de partage des pouvoirs avant d'endosser la nouvelle constitution de Pierre Trudeau. De Georges-Étienne Cartier, que l'on cite souvent chez ces politiciens fédéralistes, il faut retenir qu'on lui doit quand même un demi-gouvernement, un petit gouvernement provincial avec des pouvoirs limités, bien sûr, mais n'eût été de lui, on ne l'aurait jamais eu parce que ce n'était pas le vœu de Johnny MacDonald qui voulait avoir un Canada centralisé, fort et unique.